Après ce premier temps consacré à la question de l'héroïsme de manière générale, à la fois au plan historique et littéraire et théâtral, nous avons examiné un certain nombre de problèmes. Et cette deuxième session est consacrée plus spécifiquement au rapport entre le héros et la masse, à la question de la possibilité d'un héroïsme en contexte démocratique et à sa réinvention éventuelle. Pour ce faire, j'ai le très très grand plaisir d'accueillir Alain Badiou, qu'il est totalement inutile de présenter tant son œuvre est notoire, son importance dans le champ philosophique non seulement français mais international, avec une œuvre protéiforme, évidemment philosophique, essentielle, mais également dramaturgique, romanesque, sans même évoquer la question de l'engagement politique et d'un travail militant de longue durée, indissociable de sa pensée philosophique, à la croisée du platonisme et du marxisme, et également à la croisée de l'art, la philosophie, les mathématiques et l'amour également, qui est, je crois, l'une des 4 données fondamentales évoquées par Alain Badiou. Alors, pour ce premier temps, peut-être qu'on peut réfléchir à une question que vous évoquiez à l'instant, Alain Badiou, sur la polysémie même de la notion d'héroïsme et sur le fait que ce terme héros recouvre une double réalité, au moins, sinon plusieurs. Oui, j'étais frappé en écoutant la discussion, d'ailleurs tout à fait passionnante de tout à l'heure, sur le fait que dès qu'on parle du théâtre, ou dès qu'on est dans l'élément littéraire, on voit bien se décoller les deux significations fondamentales du mot héros, soit le héros au sens de l'héroïsme, précisément, au sens, on y reviendra, je tenterai de donner une définition plus précise tout à l'heure, en tout cas au sens qui a été évoqué ici du dépassement de l'énergie, etc. Donc le héros comme figure subjective, finalement. Et puis de l'autre côté, le héros de la pièce ou le héros de roman, qui peut être Vautrin, qui peut être Hamlet, et qui, évidemment, pose le problème de savoir dans quelle mesure il peut représenter ou identifier la première figure. Alors évidemment, il y a toutes sortes de variantes. Le héros de la pièce qui est un héros, le héros qui n'est pas un héros, le héros qui est le héros de l'anti-héroïsme, etc. Le héros qui permet de dire malheur au pays qui a besoin de héros, comme disait Brecht. Donc il y a toute une dialectique extraordinairement compliquée des deux significations du mot héros, dès lors qu'on est dans le plan à la fois historique ou politique et ou littéraire ou théâtral. C'est pourquoi je pense que, pour la question qui nous est proposée là par vous, je pense qu'il faudrait peut-être revenir sur la question de la définition du héros et peut-être sur la question de l'histoire de cette figure. Si on convient d'adopter provisoirement le mot figure, le héros est une figure subjective. Et alors là, je crois, et c'est quand même pas absent à la fois de Coriolan et de l'interprétation qui en est donnée ici même par Christian Scaretti et toute votre équipe, je crois quand même qu'on peut retenir plusieurs points. Premièrement, je pense que historiquement, le paradigme dominant de la figure du héros a toujours été, dans un premier temps, militaire au sens large. Le héros, c'est celui qui accomplit des exploits dans un élément où quand même le risque est maximal, quelque chose comme ça. Et que le héros, de ce point de vue-là, est quand même lié, ça a été dit aussi, tout de même lié à la question du risque, à la question de la mort, dans sa généalogie, dans son principe même. Au fond, il est celui dont l'énergie interne, dont la détermination est telle qu'il peut affronter le risque suprême dans des conditions qui sont les conditions de l'exception. Ça, c'est en ce sens, l'exception héroïque, c'est largement non seulement une exception positive de type la grande force, la capacité à réaliser des exploits, le fait qu'il est très costaud, qu'il est
voilà, qui peut étrangler des grosses bêtes, des choses comme ça. Le côté herculéen, au sens natif du terme. Mais c'est aussi, finalement, une exposition, une nature particulière de l'exposition au risque, y compris le risque suprême. Je pense que, en définitive, même dans l'expression de Heidegger, l'être pour la mort, il y avait derrière un retentissement romantique, malgré tout, de cette figure. Voilà. Alors, concrètement, ça donne finalement le fait que la paradigmatique, enfin le modèle du héros, est quand même toujours lié à une proximité de ce risque suprême. Alors, ce risque peut varier, mais il est évident que la guerre, l'activité conflictuelle, l'activité violente, le duel, le monstre, enfin, il y a des déclinaisons considérables, en donne le contenu des fables principales ou des récits principaux, qui peuvent être, et finalement de la factualité principale. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé des résistants, je reviendrai peut-être sur ce point. On voit très bien que dans la figure du résistant comme héros, probablement une des dernières figures héroïques de notre histoire, finalement, de notre histoire française, de notre histoire locale, c'est évidemment de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une décision solitaire de rejoindre un collectif limité, très minoritaire, exposé au risque suprême, non seulement la mort, mais la torture, la déportation, etc., au nom d'un principe, au nom d'une idée, au nom d'un... Le thème de l'idée est évidemment très important. On le développera plus loin. Mais effectivement, en définitive, l'action des résistants eux-mêmes se situe sous un paradigme militaire. Elle relève de l'action de partisans, du maquis, etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, moi je soutiens qu'il y a eu, et puisqu'on parle de la masse, de la démocratie, je pense qu'il y a eu une grande cassure ou novation dans ce paradigme militaire qui s'origine, je crois, particulièrement dans notre histoire, qui gravite autour de la Révolution française. Je pense qu'on pourrait dire ceci. Dans le monde antérieur à cette espèce d'ouverture historique du monde démocratique, l'héroïsme et le héros sont des singularités individuelles. Ce sont, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est le chevalier errant, c'est le héros, les héros de l'Iliade, etc. Tout ça, ce sont des singularités individuelles. Et ces singularités individuelles sont en quelque manière au service de leur nom propre. C'est-à-dire que le héros, c'est celui qui rend fameux son nom propre, à la fois dans le récit et dans le réel. C'est celui qui porte et fait désormais quelque chose d'éternel, en somme, avec le nom Achille, avec le nom Ulysse, ou aussi bien avec le nom Jeanne d'Arc ou le nom Chevalier Bayard. Autrefois, on apprenait ces figures comme l'imagerie fondamentale de l'histoire, et on avait donc, ça allait de Vercingétorix, voilà, en passant par Jeanne d'Arc aux dernières figures de ce genre. Évidemment, dans un marxisme un peu étalé, on pourrait dire ça c'est la figure antique ou féodale du héros, aristocratique en dernier ressort, aristocratique au sens précisément de cette sorte de service du nom propre, et dans lequel la catégorie de gloire est une catégorie évidemment convoquée. Il y a une gloire du nom qui exauce ce nom propre, qui le fait sortir au milieu des autres noms propres. Ce que je pense, c'est qu'avec la Révolution française, et plus spécifiquement, on pourrait dire avec la levée en masse de 93-94, surgit une autre figure. Surgit une autre figure qui est, pourrait-on dire, alors exactement à l'opposé, le héros anonyme, qui va, après tout, amener au culte de notre arc de triomphe, le soldat inconnu. Il faut regarder le bouleversement qu'il y a à passer de Achille au soldat inconnu. Le soldat inconnu, c'est quoi? C'est un héros, malgré tout, indubitablement, mais c'est un héros dont personne ne sait
qui il est. Il représente donc anonymement une figure du héros qui peut, elle, être de masse, qui peut être collective, qui peut être honorée à ce titre. Si on veut simplifier la nomination, je dirais que la première figure est une figure du guerrier, alors que la deuxième figure est une figure du soldat. Je pense que dans l'histoire de l'héroïsme, le passage du guerrier au soldat est une transformation décisive. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que dans les descriptions du monde qu'on fait aujourd'hui, on verrait la totale disparition du guerrier, mais je suis très frappé de voir que le guerrier hante nos sociétés sous la forme abâtardie complètement des jeux vidéo et des films à grand spectacle. C'est très frappant et je pense qu'il y a comme une nostalgie de la figure singulière du héros qui est donnée dans un imaginaire quasiment commercial et qui vient, ça ce sera quelque chose dont nous aurons l'occasion de discuter plus longuement, qui vient de ce que probablement, là j'anticipe beaucoup, mais probablement nous sommes dans une époque où aucun de ces deux paradigmes ne fonctionne plus. Où le paradigme du guerrier, comme le paradigme républicain du soldat, sont tous les deux en déshérence et où par conséquent ce qu'est une figure du héros, une figure de l'héroïsme même, est entré dans un état de crise. Pour revenir au point de la distinction, je pense qu'on peut appeler guerrier cet imaginaire propre qui s'attache à des figures réelles ou à des figures du récit, dans lesquelles l'exposition au risque suprême, au nom d'un principe, d'un idéal, d'une idée, ou au nom même simplement de sa propre gloire, cette exposition au service de son nom propre se réalise dans la figure de l'exploit individuel et où de l'autre côté on peut appeler soldat cette sorte d'héroïsme anonyme qui représente ou distingue dans la mobilisation populaire une exposition du même ordre au risque suprême, au nom également d'une idée qui généralement a été soit l'idée nationale, soit l'idée révolutionnaire, soit les deux en même temps, puisque c'est ça l'origine, la levée en masse, et qui définit évidemment des contours d'un héroïsme différent. Alors, juste avant que vous me relanciez, si on essaie de se tenir plus près de cette différence, on dira aussi que dans le cas du guerrier et dans le cas du soldat, on a deux types différents, en dernier ressort, du rapport à la mort et je dirais du rapport au tombeau. Question très importante du héros, le tombeau du héros, en réalité. Parce que ce qui est honoré, c'est souvent le tombeau, la stèle. Il y a un rapport funèbre, mais essentiel, entre le héros et son tombeau ou son bûcher. Et les différentes figures de la mort et de l'ensevelissement ou de la crémation du héros jouent un rôle imaginaire et réel tout à fait important. C'est pas pour rien que ce qu'on honore auprès du soldat inconnu est une flamme qui ne s'éteint pas. C'est l'éternité visible de la sépulture. C'est quand même ça. C'est comme s'il était incessamment dans la disparition de son bûcher. Alors je dirais que ce rapport est différent parce que, au fond, ce que le guerrier met à l'ordre du jour comme figure et pensée de la mort doit toujours est aux prises avec deux notions. C'est aux prises avec la notion de destin. Le guerrier est une figure destinée ou destinale. C'est une figure où le nom propre doit assumer son destin ou nommer un destin. Et ça, évidemment, c'est dans l'origine grecque de la chose, mais ça se poursuit. Et donc, il y aura toujours une sorte de geste du guerrier
qui en retracera le destin, et la mort est inscrite destinalement, en quelque sorte, dans son mode d'exposition. Tandis que dans le héros anonyme, dans le soldat, d'abord, il n'y a pas vraiment un destin. Il n'est pas né pour être héros. Il a été saisi par la circonstance, il a été appelé par la patrie, il a été mobilisé pour aller au front, aller à la guerre. Donc, ce n'est pas une occurrence du destin. Et par contre, il va être plus proche d'une autre figure, très importante aujourd'hui, comme vous le savez, et avec laquelle il faut confronter le héros, qui est la figure du martyr. C'est une dialectique essentielle, celle du héros et du martyr, à la fois pour les séparer, les distinguer, et pour savoir quelles sont leurs relations. Et malgré tout, il est clair que dans le cas du soldat, on va, de façon quasi systématique, parler de son sacrifice. Sacrifice tend quand même vers le martyr, en même temps il y a quelque chose qui n'en sépare, mais ce sacrifice est dû au fait qu'il n'y a pas de destin, il n'y a pas l'accomplissement d'un destin, il y a une saisie par l'histoire, en quelque sorte, par le risque, il y a l'idée de la patrie qui plane au-dessus de tout cela, et on va demander à des masses, alors c'est le cas de le dire, à des millions de gens, cette exposition sacrificielle à la mort, et ensuite on va honorer éternellement, dans une éternité virtuelle, on va honorer quoi? On va honorer le sacrifice. Et le héros a un destin et le guerrier a un destin, tandis que le soldat anonyme, l'exposition à la mort est celle d'un sacrifice qui finalement est un sacrifice collectif. Voilà, alors tout ça pour dire que si on examine la question du rapport du héros, puisque c'est le mot que nous avons retenu, du héros à la masse, à la collectivité, il faut d'abord distinguer clairement ces deux paradigmes qui ne sont pas les mêmes. Et deuxièmement, il faut voir que dans le deuxième cas, le soldat, qui est exalté comme le héros anonyme de la foule nationale, quelque chose comme ça, le héros anonyme de la foule nationale, eh bien, on a examiné de près les relations avec le sacrifice et le martyr, alors que dans le premier cas, c'est plutôt avec la gloire et le destin. Voilà pour l'instant. Cette articulation extrêmement ciblante entre guerrier et soldat, on la trouve nouée dans le mot célèbre de Napoléon, « Soldat, je suis content de vous », qui est sa parole à Austerlitz. Or là, nous avons un héros national qui est censé porter la Révolution française et même l'avoir achevée d'une certaine manière dans l'Empire, qui est une gloire légendaire que Musset célèbre encore dans les Confessions d'un enfant du siècle en disant que sa génération, celle d'après Napoléon, est désenchantée, désœuvrée, le héros est passé sur la terre. Eh bien, il s'adresse aux soldats, justement au service d'une idée, et donc on a là conjugué les deux figures, du guerrier et du soldat, ce qui m'amène à vous poser la question de cette articulation précisément entre le héros et la masse, et entre ces deux types que vous évoquez, ces deux figures. Oui, alors là, c'est tout à fait intéressant. Et cette conjugaison, vous remarquerez que là, elle est absolument dans un paradigme militaire au sens strict. C'est-à-dire là, soldat, je suis content de vous, c'est le général qui parle. Et le général est celui qui, militairement, définit et met au service d'une pensée stratégique, tactique, etc., la masse aveugle et en définitive à la fois héroïque et sacrificielle des soldats. Parce que Napoléon est une gloire nationale, mais vous savez que quand on lui avait dit, quand on lui avait fait des remarques quand même sur les saignées humaines extraordinaires de la conquête impériale, c'était en particulier après la bataille d'Eylau, qui avait été une espèce de boucherie bilatérale indécise, où des dizaines de milliers de gens étaient morts. Il avait dit, ça n'a pas d'importance, en une nuit, Paris en refera davantage. Alors je dis ça parce que là, on a un énoncé peu héroïque, on a un énoncé sur la reproductibilité indéfinie de l'anonymat du soldat. Et c'était un énoncé en apparence cynique, mais qui, je crois, éprouve et expérimente la difficulté de la connexion dont vous parlez.
Elle est évidente dans le rapport entre la légende napoléonienne et, et le réel de cette légende, qui est que tout de même, en effet, la figure du soldat s'y est en partie constituée, en partie consolidée, dans un enthousiasme d'ailleurs réel, mais au prix de milliers de morts par centaines de milliers, vraiment, d'un prélèvement humain considérable. Et la connexion est difficile parce que si on a à la fois un héros au premier sens du terme et le héros collectif et anonyme au second sens, c'est toujours en vérité que le premier fonctionne comme un nom qui concentre quelque chose des autres, qui est un concentré des autres. Alors là, nous entrons dans un problème extrêmement complexe, à mon avis, et qui touche d'ailleurs aussi à la phrase de Brecht, « Malheur à un pays qui a besoin de héros », qui est que si l'héroïsme est strictement anonyme, la relève de son existence et de sa mémoire dans l'histoire et dans le temps est extraordinairement difficile. Même pendant la guerre de 14, à la fin des fins, dans le défilé après l'armistice, on voyait les généraux Foch, Joffre sur leur cheval, marchant en tête de la masse des fantassins. Donc même eux avaient été repris un peu dans la figure que vous dites. Et alors, ça amène à une hypothèse générale qui est que, y compris du point de vue de la masse anonyme des soldats, considérés comme portant matériellement la nouvelle figure de l'héroïsme, se fait jour un besoin de nom propre. Voilà. Se fait jour un besoin de nom propre. Non pas pour les désigner eux, ils ne réclament pas qu'on proclame leur nom propre, bien qu'on les écrive sur les stèles. Hein. Vous remarquerez que dans les monuments aux morts, et là, ce spectacle, à vrai dire, terrifiant, les monuments aux morts des moindres villages français, avec ces listes interminables de jeunes gens de 20 ou 30 ans qui ont été massacrés par millions, finalement, c'est un spectacle terrible, mais il nous intéresse là, analytiquement, il y a un besoin de nom propre, à la fois dans la citation des anonymes, si je puis dire, mais aussi comme une espèce de possibilité de récollection de la figure dans son ensemble, de sa circonstance. Et ça, c'est très important du point de vue de la question que nous nous posions, le rapport entre la masse et le héros. C'est assez largement le rapport entre le caractère effectif de l'héroïsme collectif, c'est-à-dire le fait qu'il existe des héroïsmes collectifs, et il existe par conséquent un grand nombre d'anonymes de cet héroïsme, donc des gens qui ne sont pas repérés ou identifiés comme des guerriers ou des héros, mais qui néanmoins sont la substance réelle de l'héroïsme, et puis un nom propre ou des noms propres qui récapitulent en quelque manière la circonstance et la grandeur de cet héroïsme. C'est pour ça que la question des dirigeants de masse est si complexe et si récurrente. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de la question de l'héroïsme révolutionnaire. Largement, il est dans le paradigme du soldat. En réalité, le militant au sens du XXe siècle, hein, au sens du militant révolutionnaire de parti discipliné, prêt à affronter le sacrifice suprême, etc., quelle qu'en soit la tendance ou la figure, c'est évidemment au paradigme de l'anonyme qui fait absolument ce qu'il peut et doit faire sous le signe de l'idée, sous le signe du principe, de la conviction, y compris l'exposition à la mort. Mais ça, c'est un versant des choses, mais l'autre versant, c'est qu'il y a des noms propres. Il y a des noms propres, il y a Robespierre, il y a Saint-Just, il y a Lénine, il y a qui on veut, il y a Trotsky, il y a des noms propres. Et le statut de ces noms propres, c'est probablement en effet non pas exactement un recollement de la figure du guerrier et de la figure du soldat, mais la nécessité pour que la figure du soldat soit active, de ce qu'elle puisse aussi être référée à des noms propres qui, au fond, désignent la séquence historique ou désignent le lieu de l'héroïsme collectif anonyme. Voilà. C'est pour ça qu'en effet,
cette figure que vous évoquiez, Napoléon disant aux soldats « je suis content de vous », est en effet, elle aussi, à son tour paradigmatique du lien entre l'emblème, le symbole emblématique d'une séquence historique et la foule des anonymes qui constituent en réalité les héros véritables du point de vue du réel de la situation, mais qui ont besoin en quelque sorte d'être enveloppés aussi dans la figure d'un nom propre qui, elle, nomme la séquence tout entière. Un peu comme Napoléon nomme la bataille que les soldats font. On peut dire que c'est une injustice, mais le symbolique est rarement juste. Le symbolique distribue sa puissance indépendamment de la question de la justice ou de l'injustice. C'est vrai que c'est Napoléon qui est le vainqueur de la bataille d'Austerlitz, bien qu'en toute rigueur, on devrait dire, et après tout, il le dit aux soldats, il a le mérite de le dire, pour dire que les vainqueurs de la bataille d'Austerlitz, ce sont les soldats qui ont combattu dans la bataille, et qui ont été sans doute organisés, pensés et réfléchis par Napoléon, mais qui ont été la matière même, y compris sacrificielle, de ce qui s'est passé là. Voilà, et il y a une phrase de Mao Tse-tung, j'aime bien citer Mao Tse-tung. Il y a une phrase de Mao Tse-tung qui dit évidemment, lui, c'est typiquement le nom propre qui se réfère à la masse anonyme dans la figure du soldat. Alors là, l'armée rouge, la longue marche, etc., etc. On a toute une légende de l'action et toute une légende réelle de l'action militaire absolument dans la figure du soldat. C'est lui qui dit aussi que quand un soldat meurt, il faut faire une cérémonie. Fut-il, dit-il, simple cuisinier. Donc on trouve cette idée de la relève de l'héroïsme anonyme aussi. Mais il y a une phrase où il dit il emploie le mot héros, il dit les masses sont les véritables héros, et nous sommes souvent d'une naïveté ridicule. Et nous, c'est les gens du parti dont il parle là, les cadres. Et alors, c'est inversé à la discussion que nous avons en ce moment. C'est-à-dire, il y a un nous séparé quand même des masses anonymes, qui est le nous de la direction politique, qui est le nous du parti, qui est le nous de ceux qui ont des fonctions d'encadrement et de direction. Mais les héros véritables, dit-il, ce n'est pas ce nous. Ce n'est pas ce nous qui contient l'héroïsme véritable. Les héros véritables, c'est la masse anonyme de ceux qui sont véritablement les militants de la circonstance. C'est dire à quel point nous touchons là à une question compliquée, centrale, à mon avis, dans l'examen de ce qu'on pourrait appeler l'héroïsme politique, qui est le rapport, finalement, entre la maintenance prolongée du paradigme du soldat, anonyme, absolument et inconditionnellement prêt à une exposition complète de lui-même à la circonstance, y compris au risque de sa vie, et puis la question des noms propres qui, elle, comme je l'ai dit depuis le début, vient de l'autre figure, ça c'est sûr, qui, elle, est en dérivation de la figure en quelque sorte légendaire et traditionnelle du guerrier, lequel est au service, en définitive, de son nom propre. Alors il y aurait cette idée que pour autant qu'apparaît un nom propre, il doit faire la preuve qu'il est au service non pas de la gloire de son nom, mais de l'anonymat des autres. Voilà, c'est tout le problème. Oui, c'est le paradoxe d'un nom propre qui abolirait son propre destin au service de celui de la masse, en tout cas au service d'une définition collective. Et à cet égard, il y a plusieurs questions naissent de votre propos. D'abord, c'est la distinction entre peuple et masse. Dans quelle mesure, vous citiez Mao, le mot de Mao, les masses sont les véritables héros, phrase surprenante. Pourrait-on dire que le peuple peut être héroïque, mais la masse, elle, ne l'est pas? Donc, qu'est-ce qui articule la différence entre les deux, notamment au regard de l'héroïsme? Deuxième question, vous citiez le paradigme du militant, qui est un paradigme extrêmement intéressant, puisqu'il déplace dans le champ politique des catégories militaires. Donc, militant militaire. Voilà, bien sûr, c'est bien pour cela que j'évoque le militaire. Voilà, militant militaire. Donc la politique et la guerre continuées par d'autres moyens, comme le dit Foucault en renversant Clausewitz, à cet égard. Donc on est dans un champ de guerre, et notamment dans des contextes que vous évoquiez, le contexte de la résistance
Là, l'héroïsme se pose pour le militant. Donc, ma question à cet égard, c'est l'articulation entre les deux, c'est-à-dire entre ce que vous avez appelé l'héroïsme classique, donc militaire, et l'héroïsme politique. Quelles seraient les différences de nature? Et puis, la troisième question, c'est celle du statut de l'idée. Vous disiez, un héros est au service de sa gloire ou d'une idée. Admettons qu'il ne soit pas seulement au service de sa gloire, mais également d'une idée. Est-ce que l'articulation possible d'un héros et d'une masse serait par l'oubli de sa propre gloire au service d'une idée? Est-ce que l'idée n'est pas l'élément finalement fédérateur qui permettrait à la fois de constituer un héros et d'ailleurs le peuple, par la même égard? Oui, ça c'est un vaste champ problématique là, que vous construisez. Si on prend le premier point, qui est peut-être le plus simple, il faut voir que quand que le mot masse, là, n'est pris dans un sens particulier, naturellement. C'est-à-dire il n'est pas pris au sens de la masse inorganique ou de la masse numérique qui s'opposerait en effet à des choses comme le peuple, le parti, etc. Il est pris au sens du mot masse dans mouvement de masse. Et il est pris au sens de ceux qui sont activement convoqués, mobilisés dans la situation dont il s'agit et où l'héroïsme est à l'ordre du jour. Et masse a toujours joué un rôle critique par rapport à un usage formel du mot classe. Et la dialectique sous-jacente, pas développer ce point-là trop longtemps, mais elle est tout de même importante, c'est que masse, c'est quelque chose qui est lié à la dynamique effective des mouvements, hein, en tant qu'un mouvement est démocratique au sens populaire du terme, lorsqu'il est un vrai mouvement de masse. Et là, ce n'est pas la considération de la classe qui est déterminante, c'est la considération du mouvement réel. Hein. Et il y a une lutte sournoise et constante dans les circonstances révolutionnaires entre ceux dont la grille d'analyse est strictement théorique ou scientifique en termes de classe, etc., et ceux qui, en fin de compte, valorisent masse en ce sens-là. C'est-à-dire l'ensemble des acteurs, y compris totalement anonymes, y compris déclassés, si je puis dire, qui fonctionnent au service de l'idée progressiste dans la circonstance. Donc au sens de mouvement de masse. Donc il n'y a pas de contradiction là entre peuple et masse en ce sens-là. Parce que le critère n'est pas le même. Classe, peuple, etc. sont des catégories qui sont des catégories relativement objectives, tandis que masse là est une catégorie dynamique, une catégorie active. Ça c'est le premier point. Et en fait, c'est lié, je ne sais pas où particulièrement, au remplacement progressif de la référence systématique à la classe par un remplacement systématique à l'analyse de la situation. Il y a un texte où il dit, par exemple, que, en fait, compte pour connaître la position de quelqu'un, bien sûr, il faut savoir quelle est sa classe. Oh, est-ce qu'il est... Mais il dit, il y a quelque chose qui est beaucoup plus important, c'est de savoir s'il est ami ou ennemi de la Révolution. Voilà. Et finalement, c'est plus important parce que, dynamiquement, pour entrer dans une figure de masse, alors c'est la subjectivité qui va être déterminante. C'est la subjectivité qui va être déterminante. Peut-être que cette subjectivité est facilitée par l'appartenance de classe, bien sûr, mais néanmoins, c'est la subjectivité qui est déterminante. Et c'est aussi pour ça qu'on retrouve la question du héros, de l'héroïsme, les masses sont les héros, etc. C'est parce qu'on est dans l'élément subjectif, c'est-à-dire on est dans l'élément des figures subjectives. Ça, c'était sur le premier point. Et alors, ça me permet de sauter au troisième. L'idée. Il y a un point, je crois, tout à fait fondamental, c'est, dans cette question du héros, c'est la fonction du désintéressement. La question du désintéressement. Il faut partir de là. C'est-à-dire que un héros est quelqu'un qui est prêt à sacrifier ses intérêts à propos de ou pour autre chose.
Ah, c'est assez compliqué parce que dans la figure du guerrier, la gloire est représentée comme quelque chose qui ne relève pas exactement de l'intérêt. C'est-à-dire, elle est admissible. Il est admissible d'être un héros au nom de sa propre gloire, parce que la gloire, jusqu'à des temps qui se jouent vers le XVIIe, XVIIIe siècle, la gloire est elle-même une catégorie subjective et non pas une catégorie de l'intérêt à proprement parler. C'est une dimension subjective, c'est une dimension de l'intensité du sujet et de sa supériorité par rapport aux autres, mais pas de la supériorité au sens de l'intérêt, de l'institution, etc., de sa supériorité devant un tribunal qui n'est que le tribunal de lui-même, finalement. C'est ça. Alors, il comparait devant le tribunal de lui-même le héros, le héros cornélien, par exemple, par excellence. Il comparait devant un tribunal qu'il a constitué lui-même, en réalité, et devant ce tribunal, il est jugé par lui-même au nom du critère de la gloire, et ça reste dans l'élément du désintéressement. C'est pour ça que la figure du guerrier nous est étrangère, parce que ce point qui est que la gloire est en réalité quelque chose de désintéressé est un point qui appartient à l'aristocratisme. C'est pour ça qu'il est en déshérence aujourd'hui. Donc aujourd'hui, au contraire, on aura la figure du héros dans la figure du désintéressement. La gloire est une vieille catégorie, c'est la plus usée, je crois, du point de vue de la question de l'héroïsme. Et on aura le héros dans la figure du désintéressement, mais qu'est-ce que ça signifie, désintéressement? Qu'est-ce que c'est? Y a-t-il même une action désintéressée? C'est une des croix du marxisme. Parce que d'un côté, le marxisme nous explique qu'en définitive, la figure du social comme figure du conflit des intérêts et la scène objective de l'action incluant, en fin de compte, les déterminations pratiques, actives, etc. Mais d'un autre côté, il exalte aussi l'héroïsme désintéressé des révolutionnaires en tant qu'il serait au service de l'humanité tout entière. En tant qu'il serait de l'humanité tout entière. Alors, là, on a une centration de la question du héros qui est extrêmement complexe ou extrêmement dialectique. J'ai proposé dans mon livre « L'éthique », j'étais embarrassé par cette question. Quelquefois, quand on est embarrassé, on s'en tire un peu comme ça, parce que j'ai proposé le concept d'intérêt désintéressé. Ça, c'est un peu... Chez Kant, déjà. Oui, chez Kant déjà, mais finalement, je l'ai assumé moi-même. Un intérêt désintéressé, c'est un peu ce genre d'opération suspecte auquel nous nous livrons de temps à autre. Mais enfin, je voudrais la défendre un tout petit peu quand même. Intérêt désintéressé, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut bien, dans l'héroïsme le plus pur qu'on imagine, qu'il y ait un engagement de la subjectivité, et cet engagement de la subjectivité, on peut toujours l'analyser comme un intérêt. C'est toujours possible. Et on peut toujours démontrer qu'un sujet individuel particulier fait ceci ou cela à travers tout un système de représentation complexe et éventuellement contradictoire de ses intérêts. Il n'est donc peut-être pas complètement vrai que nous ayons renoncé au concept de gloire, parce que la gloire, c'était ça. Au fond, avec la gloire, on avouait qu'il y avait un intérêt désintéressé, c'était la gloire, justement. Et c'était un intérêt de la subjectivité pour elle-même en tant que subjectivité. Ce n'était pas pour avoir de l'or, ce n'était pas pour avoir une position, ce n'était pas pour marcher sur les autres, non, rien de tout ça. C'était le nom de l'intérêt désintéressé dans la figure aristocratique ou finalement dans la figure du guerrier. Peut-être que c'est encore quelque chose comme ça qui existe et que j'ai appelé intérêt désintéressé, faute de pouvoir lui donner un nom du type gloire, précisément, et qui est que l'engagement subjectif nécessairement représente une figure d'intérêt, mais quelle est cette figure d'intérêt? Si on l'examine, finalement, on ne peut pas spécifier un intérêt extérieur au sujet qui serait la cause de son engagement ou de son intérêt. Donc c'est un intérêt qui comparaît devant lui-même, et en ce sens, il est désintéressé. Alors, en fin de compte, moi, j'ai tendance à penser que intérêt désintéressé, ça veut dire qu'en réalité, ce dont il s'agit est une idée. C'est-à-dire que j'appellerais idée ce qui viendrait à la place où il y avait autrefois gloire. Voilà. C'est-à-dire que
Alors ça peut être l'idée de la révolution, l'idée de l'émancipation, ça a été aussi l'idée nationale, l'idée patriotique, ça peut être l'idée de résistance, l'idée de solidarité, l'idée, etc. On voit très bien. Alors, ces idées-là, elles viendraient, qui sont multiples, elles viendraient exactement occuper la position de la gloire dans l'héroïsme aristocratique ancien, dans la mesure où elles représentaient exactement une figure au nom de quoi une subjectivité peut être engagée, mais cet intérêt est en lui-même le porteur de quelque chose qui l'excède, voilà, qui est au-delà de lui-même, qui est en un certain sens dans une destination qui n'est pas représentable simplement comme la survie de celui qui la porte. Voilà. J'ai oublié votre deuxième question. C'était sur le lien entre héroïsme militaire et héroïsme politique. Ah oui, bien sûr. Alors là, ça me pousserait à entrer presque dans une analyse de conjoncture contemporaine des questions de l'émancipation. C'est un peu compliqué. Ne vous en privez pas. Je crois. Mais ça, alors là, on entre dans un régime de conviction qu'il faudrait argumenter longuement et on pourra éventuellement avoir des questions là-dessus. Je pense que la conjoncture présente, en tout cas dans la situation des pays qui sont les nôtres, parce que comme vous savez, il y a d'autres endroits où la figure de l'héroïsme fusionne avec la figure du martyr aujourd'hui. On ne peut pas quand même laisser ça en dehors du champ de l'examen. Ne soyons pas nombrilistes. Donc on pourra l'examiner peut-être pour soi-même, ça. Qu'est-ce que c'est que cette figure sacrificielle, rénovée, qui emprunte quelque chose à la figure du guerrier, malgré tout, c'est-à-dire celui qui va commettre un acte extraordinaire où il va laisser sa vie, mais qui est principalement orienté ou tenu par la figure du martyr. Mais si on laisse ça de côté, cette figure qui mérite examen dans l'examen général des questions de l'héroïsme aujourd'hui, parce qu'après tout, ce sont quand même des gens qui, quoi qu'on en pense, en fin de compte, c'est une question qu'on peut distinguer de l'analyse stricte de ce dont il s'agit, ce sont quand même des gens qui, en effet, sacrifient leur existence pour une idée. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Peut-être que l'idée est absurde, peut-être que le sacrifice est terrible, peut-être qu'en plus il y a une dose d'agressivité mais de violence extrême là-dedans. Enfin, et si on laisse cette figure de côté, qui est une figure idéologique, je dirais, quelque chose comme ça, alors la situation pour nous est, à mon avis, définie par le fait que la figure du guerrier et la figure du soldat sont toutes les deux obsolètes, sont toutes les deux dépassées, ont donné ce qu'elles avaient à donner historiquement. C'est ce que je pense. Et je pense que si on prend par exemple notre histoire propre, en gros la résistance a été la dernière figure véritable de ce type, dans un paradigme qui restait le paradigme du soldat, l'armée de l'ombre, etc., le soldat de la clandestinité. Et que du reste, cette figure du soldat a été chez nous, à mon avis, anéantie, comme aux États-Unis, par les guerres de type impérial. Quand on a la guerre de 14 et la résistance portent encore une activité positive de la figure du soldat et de son anonymat sacrificiel. Déjà, la guerre de 14, c'était dur. Hein. C'est quand même une boucherie très aveugle. La résistance, c'était une figure... Mais par contre, lorsqu'on a convoqué des masses de jeunes gens dans le bourbier colonial, en Algérie, ou dans le bourbier impérial, comme au Vietnam, on a soumis la figure du soldat, démocratique ou républicain, à une épreuve dont, à mon avis, elle ne s'est pas relevée. De sorte qu'en réalité, la masse des jeunes gens, jeunes filles, etc., ne sont plus convocables pour le sacrifice anonyme dans les circonstances du présent. La figure du guerrier, elle, je l'ai dit, est de toute façon une figure ancienne qui n'a plus chez nous d'existence que dans l'imaginaire commercial. Alors, si réellement, il faudrait ajouter à ça que comme la figure
classique du parti et du dévouement absolu au parti est elle-même atteinte, Le militant, justement. voilà, la figure militante au sens XXe siècle, vraiment, est elle-même atteinte, alors on est en réalité dans un élément où la figure héroïque semble elle-même atteinte, c'est-à-dire de plus avoir de modèle, de paradigme, être démonétisée pour des raisons qui ont été déjà dites ici, naturellement. C'est-à-dire précisément parce que les figures successives de la guerre ont usé et anéanti la figure du soldat, parce que la figure du guerrier est une figure ancienne, parce que la vie commerciale, privée, hédoniste, etc., est aux antipodes de l'idée héroïque sous toutes ses formes. L'idée qui peut être tout à fait normale et même ordinaire d'exposer son existence pour une idée a disparu du champ subjectif dans des pays comme le nôtre, ça c'est absolument évident. Alors, je pense par ailleurs, cependant, qu'une politique appelons-la une politique d'émancipation, une politique qui serait au service générique de l'humanité, une politique égalitaire, on peut lui donner bien des noms. Je ne pense pas qu'une politique de ce genre-là puisse se passer subjectivement d'un intérêt désintéressé. Voilà. Elle ne peut pas se passer de cela. Donc, en un certain sens, elle ne peut pas se passer d'une figure de l'héroïsme. Ça ne veut pas dire que cette figure de l'héroïsme sera nécessairement tout de suite convoquée à des expositions radicales, mais elle doit exister, en tout cas comme possibilité subjective. Ça, j'en suis persuadé. Et donc voilà, le problème, c'est de découvrir, de faire entrer en scène un paradigme non militaire de l'héroïsme. Donc, de voir ce que peut être l'héroïsme en temps de paix. Quand je dis en temps de paix, c'est au sens large, au sens où on ne traite pas immédiatement des contradictions qui sont antagoniques. Et on n'est pas immédiatement nécessairement convoqué dans l'élément de la violence ou dans l'élément de ce genre-là. Donc, comment fonctionne subjectivement un intérêt désintéressé qui n'est plus la gloire du héros classique, qui n'est plus la souveraineté individuelle du héros antique, qui n'est plus l'anonymat du soldat référé à une idée qui le surplombe et à un nom propre qui l'organise, qui n'est plus tout cela parce qu'elle n'est pas dans l'élément du paradigme militaire. Et alors, je ne sais pas trop ce que c'est. Si je le savais, je vous le dirais tout de suite. Mais en tout cas, c'est une nécessité. C'est une nécessité et que moi, je reconstruis abstraitement du point de vue de la philosophie en disant que, malgré tout, vivre vraiment, vivre d'une vie qui mérite son nom véritable, c'est en tout cas que cette possibilité lui soit coprésente, qu'elle ne l'exclue pas, et que donc on admette au regard de soi-même une vision des choses qui n'est pas de part en part sécuritaire. Parce que le sécuritaire peut être collectif, peut être l'idée qu'il faut se protéger contre tout, hein, les jeunes, les étrangers, le climat, etc. Mais en vérité, le sécuritaire le plus intime, c'est l'idéologie de la survie à tout prix. Le sécuritaire subjectif, intime, c'est la survie à tout prix. C'est-à-dire l'intérêt intéressé sous ses différents objectifs, qui est inévitable. Et qu'il y a quelque chose dans l'intérêt lui-même, même désintéressé, qui porte ça, là, qui est quand même tiré toujours vers la survie à tout prix. Et la virtualité autre, c'est qu'il y ait quelque chose comme la possibilité d'une idée. Quelque chose comme la possibilité d'une idée. Et je pense que le monde contemporain est un monde, le monde que nous connaissons nous, est un monde qui nous enjoint, qui nous ordonne de vivre sans idée.
c'est-à-dire d'être toujours en dehors de l'intérêt des intéressés, et de toujours normer l'intérêt par son intéressement. Mais le chemin est difficile à trouver, et probablement il sera formalisé ou découvert dans des expérimentations ramifiées, diverses, des expériences d'idées fragmentaires, de solidarité avec telle ou telle situation, voilà, dans des expositions pour l'instant limitées, mais cette limitation est nécessaire. Mais je suis persuadé que nous sommes dans l'ouverture d'une troisième figure de l'héroïsme. C'est pour ça d'ailleurs que nous discutons de cette question, enfin ici en réalité. C'est tout à fait pertinent. À la question que vous posiez, l'héroïsme en temps de démocratie, ou l'héroïsme et les masses aujourd'hui, c'est vrai, il y a ça. Et au fond, je me dis souvent que l'histoire des révolutions au XXe siècle, qui a toujours été considéré comme un fiasco, qui est classiquement considéré aujourd'hui comme un fiasco total, comme une chose terrible, totalitaire, etc., c'est en réalité l'histoire du maintien dans l'héroïsme politique de la figure de l'héroïsme militaire. C'est-à-dire, c'est l'emprise sur l'organisation politique et l'organisation du combat politique du paradigme de l'héroïsme militaire. C'est-à-dire, subjectivement, c'est pas simplement des questions, vous voyez, c'est pas simplement la question d'une organisation qui est elle-même calquée sur le modèle militaire, avec les chefs, les sous-chefs, les petits chefs et la troupe. C'était vrai, ça aussi. Mais c'est plus profondément, c'est le maintien subjectif du paradigme militaire, c'est-à-dire d'un héroïsme qui est un héroïsme de combat et de dévouement et de solidarité organisée, et qui, d'une certaine manière, n'est pas à l'aise, ne sait pas quoi devenir dans le temps de paix. D'ailleurs, remarquez bien, les grands épisodes révolutionnaires du XXe siècle ont, sans exception, été liés à la guerre. Ils ont été dans le contexte de la guerre. Et tout, la révolution bolchevique, c'est la guerre de 14-18, la révolution chinoise, c'est la guerre de 40, les grands soulèvements asiatiques et au Moyen-Orient, c'est les guerres de libération nationale. Et donc voilà. Donc, ça, c'est un bilan qu'on peut faire, qui a donné de grandes choses, notamment qui a donné de véritables épopées, en vérité, donc des figures épiques de la politique. C'est qu'une figure non épique de la politique, on pourrait le dire comme ça, qui cependant ne consiste pas à dire ah ben, puisqu'il n'y a plus d'épopée, c'est le train-train de l'ordre établi. Ce qui voudrait dire qu'on renonce explicitement à toute figure héroïque dans le champ de la politique, ce que je crois quand même une décision très risquée sur le devenir même de cette politique. Voilà sur ce point. Vous évoquiez le discrédit de la figure du soldat liée aux guerres coloniales et impériales. On peut en effet penser au contraste entre ce que l'historien allemand Kantorowicz décrivait de la guerre de 14, en mourir pour la patrie, c'est-à-dire le fait de pouvoir mourir pour une cause, et l'optique du zéro mort des guerres impériales modernes, c'est-à-dire que les héros anonymes, par exemple l'américain, les GI, sont censés ne pas mourir. Donc on ne doit plus mourir, y compris pour ses idées. Donc ma première question serait, pourriez-vous en première approche définir le fait héroïque comme l'acceptation de mourir pour ses idées? C'est une première question. Je l'ai dit au début, je ne ramènerai pas l'héroïsme à cette définition purement et simplement. Je ne dirai pas l'héroïsme, c'est quand on accepte de mourir pour une cause, pour une idée, etc. Parce que ce serait trop unilatéral et ça convoquerait trop directement et frontalement la question de la mort dans la définition de l'héroïsme. Moi, ce que je cherche à faire, c'est définir d'abord l'héroïsme du point de vue de la vie, ce qui a des conséquences sur la question de la mort, mais je ne procède pas en sens inverse. Je définirais l'héroïsme comme la possibilité d'engager des processus vitaux, des processus véritables, affirmatifs, créateurs,
qui soit supporté par un intérêt désintéressé. Après tout, c'est aussi ce que l'on trouve de façon assez commune dans les autres procédures de vérité. Vous rappeliez le quatuor des procédures de vérité, la politique, la science, l'art et l'amour. Je veux dire, dans l'art, on trouve des exemples courants où le processus de création n'est pas porté ou supporté directement par l'intérêt. Et je pense que ça doit être possible en politique aussi, collectivement et individuellement, que quelque chose qui prétend en effet inventer, c'est-à-dire changer quand même l'ordre politique tel qu'il se présente, puisse être assumé dans sa création même. Il faut partir de là. Si la défense de cette création, ce qui vient autour, le fait qu'elle est menacée par des ennemis effectifs, oblige à la défendre, il faut bien quand même accepter que cette défensive soit aussi dans le processus. C'est ça, moi, c'est plutôt comme ça que je présenterai les choses. D'ailleurs, je pense que même si on définit un héroïsme de temps de paix, appelons-le comme ça, c'est un héroïsme qui justement ne convoque pas immédiatement la question de la guerre et de la mort, il ne reste pas moins qu'on doit prévoir, savoir que ce qu'on crée là, et qui est le noyau de ce à quoi on est attaché, ce qu'on crée selon l'idée, pour l'idée, eh bien, peut avoir à être protégé, défendu, et que jusqu'où va à ce moment-là l'exposition au risque dont on est capable ne peut pas être, en règle générale, ne peut pas être limité d'avance. C'est plutôt comme ça que je le dirais, plutôt que d'appeler tout de suite la mort. Il y a bien d'autres risques que la mort, après tout. Hein. On n'est pas obligé tout de suite de... Mais ça peut l'inclure, mais en tout cas, il faut dire que la figure défensive de ce qu'on crée comme ça positivement, sous le signe héroïque finalement de l'idée, mais affirmative, là, peut avoir à être défendue. Ça, je crois que c'est inéluctable. Sinon, on en viendrait à l'idée que ce type de création n'a pas d'ennemis. Et ça, c'est une idée, c'est typiquement ce qu'on veut nous faire croire, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une politique sans ennemis. Une politique sans ennemis, c'est une politique du consensus. Et si vous n'avez pas d'ennemis, c'est que vous êtes fondamentalement d'accord sur quelque chose. Si votre adversaire n'est pas un ennemi, si votre concurrent n'est pas un ennemi, c'est qu'il y a une grande zone d'accord avec lui. C'est bien ce qui se passe en réalité dans nos sociétés entre la majorité et l'opposition. Évidemment, on sait très bien que l'opposition n'est pas prête à mourir pour ses idées. Surtout la nôtre. Elle a raison d'ailleurs, parce qu'elle n'en valent pas la peine. Encore eût-il fallu qu'il y eût une idée. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça n'en vaut pas la peine, donc elle a raison. Mais en même temps, il faut prendre acte de ce que cela signifie tout simplement que la zone d'accord avec l'adversaire partenaire est suffisamment consistante pour que ce soit comme ça. Si on se lance dans un processus d'affirmation créatrice un tout petit peu plus ouvert et un tout petit peu plus novateur, on ne peut pas tout à fait conserver cette idée qu'on reste d'accord avec les adversaires sur à peu près tout, sauf la durée des congés payés et la rémunération des heures supplémentaires. Donc forcément, il y a une zone de conflit un tout petit peu plus serrée. Et là, naturellement, il faut être... Et il ne faut pas tout de suite convoquer la mort. Il faut dire, je suis prêt à assumer les conséquences du point que je tiens. Ces conséquences sont de toutes sortes d'ordres, y compris éventuellement qu'il faille risquer. Mais quand vous risquez quelque chose pour défendre même la patrie autrefois, eh bien, c'est pas... vous essayez de ne pas mourir, en règle générale. Hein. Même le bon soldat, c'est pas le soldat qui se fait tuer au premier coup de feu. C'est celui qui est capable de creuser un trou, de s'enterrer, de survivre, de tenir le coup, de porter des coups à l'adversaire, etc. C'est l'exposition du risque dont vous parliez au tout début, l'exposition au risque maximal. Il y a une exposition au risque, et le risque peut être maximal, ça on ne le sait pas d'avance, on ne sait pas ce qui va être. Mais l'exposition au risque fait partie de la figure héroïque au sens où nous en discutons depuis le début. Je pense, et je dirais que la convocation précipitée, prématurée et essentielle de la mort va définir une conception que je ne dirais pas héroïque, mais que je dirais une conception du martyr. Et là, je crois qu'on pourrait entrer dans la distinction qu'il convient de faire, à mon avis, entre le héros et le martyr.
Naturellement, le héros peut devenir pour les autres un martyr. On va honorer sa mémoire à ce titre. On va dire qu'il s'est sacrifié. Mais subjectivement, en subjectivité, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans l'être pour la mort. C'est quelqu'un qui vit dans l'être pour la vie, absolument. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt ni de sens pour les autres. Ceux qui disaient vive la mort, c'était les fascistes, en fin de compte. Hein. Ce n'étaient pas les révolutionnaires. Les révolutionnaires, ils étaient pour la création, l'ouverture, l'internationalisme, la généralité des choses, la solidarité des peuples, etc. Après quoi, à un moment donné, ça se termine à coup de fusil, on verra. Ça. Mais je pense que là, on est sur la lisière où il est tout à fait important que la figure affirmative de l'héroïsme politique, particulièrement en temps de paix, j'insiste sur ce point, premièrement, ait des composantes, des contenus et des déterminations subjectives essentiellement affirmatives. Deuxièmement, assume l'exposition au risque, parce qu'il y a des ennemis, parce qu'il faut défendre les choses. Et troisièmement, ne soit pas dans une subjectivité du martyr. C'est-à-dire, malgré tout, de « je vais gagner mon salut par la mort ». Là, on entre dans une figure qui, à mon avis, est une figure qui a des analogies formelles avec l'héroïsme, mais qui s'en distingue, en fin de compte, par son côté mortifère. Merci pour cet appel pour la vie que j'espérais bien de votre part. Dans la dissolution de cet héroïsme que vous évoquez, on peut se demander s'il n'entre pas en cause un phénomène observé contemporain qui est, dans la logique représentative de la démocratie, l'idée du semblable, de la ressemblance. C'est-à-dire que celui qui nous représente doit nous être semblable. Ce qui aboutit dans un cas à un président qui est un président qui nous ressemble bien trop au point de ne pas ressembler. Je rejette absolument l'idée qu'il me ressemble. Qu'il vous ressemble, j'en doute fort. Mais en tout cas, sans doute ressemble-t-il à l'idée qu'il se fait généralement des gens, ce qui prouve son mépris par sa propre indignité. Donc ça, c'est un premier cas. Et le deuxième cas, ce qui est frappant, c'est de voir que ce qu'on évoque comme des figures, disons héroïques ou du moins du vedettariat, sont censés de plus en plus nous ressembler. C'est-à-dire la logique de prendre quelqu'un d'anonyme, justement, n'importe qui, surtout n'importe qui, et d'en faire quelqu'un, d'en faire une star. Donc est-ce qu'on n'a pas là la faillite même de l'héroïsme, c'est-à-dire que le médiocre devient la norme bizarrement de l'héroïsme, en tout cas d'une forme de singularité. Oui, alors là, nous sommes aussi sur une lisière alors théorique et pratique extrêmement importante et difficile. Il était absolument évident que ce que vous décrivez là nous obligerait à définir héroïsme et vedettariat, ou héroïsme et exposition publique, ou héroïsme et nom propre circulant. Voilà. Depuis le début, on a beaucoup parlé du nom propre, mais bien entendu, ce n'est pas en ce sens-là. Même celui qui est au service de la gloire de son nom ne comparaît que devant son propre tribunal. En réalité, il ne reconnaît pas vraiment le tribunal extérieur. Et donc c'est tout à fait différent. Là, on a l'exposition publique d'un nom propre en tant qu'elle est à elle-même sa propre fin. C'est-à-dire que la circulation du nom, et non pas son intensité ou sa qualité particulière, la circulation du nom est la norme. Alors ça, c'est un point. Mais nous n'accédons pas encore à l'autre question que vous posez, c'est-à-dire la ressemblance. Et là, c'est très important et délicat à examiner parce qu'il faut quand même bien assumer à supposer qu'il y ait un héroïsme politique contemporain, il sera un héroïsme égalitaire. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, il l'a déjà été, en un certain sens, puisque la figure du soldat, c'était tout de même en partie l'introduction de cet égalitarisme foncier dans la figure du héros qui faisait qu'on admettait tout à fait qu'il y ait un héros anonyme, un soldat inconnu et qu'on allait honorer comme tel. Donc, il y avait une reconnaissance d'un héroïsme égalitaire dans cette figure-là. Et nous ne pouvons naturellement que prolonger, déployer et rendre moins effroyable qu'elle ne l'a été, malgré tout, cette figure sans la limiter ou sans la renfermer dans le paradigme militaire. Il faut donc distinguer similitude et égalité.
il faut distinguer similitude et égalité. C'est-à-dire que la similitude prend les traits extérieurs de l'appartenance sociale, les traits les plus communs de la vie ordinaire. C'est-à-dire commence par considérer que vie et survie, c'est la même chose, c'est-à-dire que la vie n'est jamais que la répétition archétypale d'elle-même, et puis à partir de là, on va sortir effectivement de cette vie ordinaire, les héros, entre guillemets, ordinaires de cette vie ordinaire, et en faire des vedettes. Pourquoi ceci n'a rien à voir avec ce que nous discutons? Parce que ce que nous discutons est toujours référé à des processus créateurs, c'est ça le point. C'est-à-dire que il n'y a pas d'héroïsme sans création affirmative de quelque chose, et donc il n'y a pas... Malgré tout, l'héroïsme, même s'il est collectif et égalitaire, est toujours, en un certain sens, dans une figure d'exception, qui n'est pas nécessairement une figure aristocratique. Nous avons connu la forme aristocratique de l'exception. Il y a une exception collective, il y a une exception qui est... alors je dirais, il y a une exception générique, c'est mon mot. Et elle est générique au sens où elle est en un certain sens destinée et valable pour tous, sans pour autant être dans le mécanisme simple de la circulation. Il faut opposer, je crois, le générique et l'universalité à la simple circulation de l'image. Parce qu'en plus, évidemment, ce qui n'est que similitude est de l'ordre de l'image. Ça n'est pas de l'ordre du réel. Le semblable va être exhibé comme image en tant qu'image de moi-même ou image... on va dire en voyant cette image, je pourrais être à la place de cette image, mais en vérité, les hommes réels sont insubstituables. L'égalité véritable, c'est l'égalité entre des individus insubstituables, parce que ce n'est pas l'imaginaire, c'est le réel. Donc c'est un homme réel qui peut être l'égal d'un autre, et c'est complètement différent du processus qui fait qu'une image peut être remplacée par une image. Et donc, je pense que le processus de la circulation, le processus de la vedettarisation de l'anonyme, l'anonyme qui tout d'un coup, comme le disait Andy Warhol, peut être célèbre un quart d'heure. Andy Warhol disait n'importe qui peut aujourd'hui, ça c'est le monde moderne, être célèbre pendant 10 minutes. Ça oui, bien sûr, mais ça c'est la circulation, et ça n'a pas à voir avec ce que nous tentons de penser ici dans les figures de l'héroïsme contemporain, qui peut en effet être sous la norme égalitaire, mais en un tout autre sens, c'est-à-dire au sens du collectif réel qui est en train de créer quelque chose en exception de l'ordre établi ou de ce qu'il y a, et qui, à ce titre, s'adresse à tous, et est donc générique, sans qu'il y ait de processus imaginaire de représentation. Voilà. Alors, et ça, c'est un problème tout à fait important, au point même que je pense que l'apologie de l'ordinaire et de la transformation en image spectaculaire de l'ordinaire fait partie de ce que j'appellerais la contre-révolution permanente. C'est-à-dire, c'est pour distraire précisément de ce que serait un héroïsme véritable de l'ordinaire, de ce que serait véritablement la création générique, c'est-à-dire la création qui n'aurait pas besoin, en effet, d'exception aristocratique, mais qui se ferait au niveau le plus élémentaire de l'existence collective ou sociale. Donc un héroïsme démocratique n'est pas une contradiction dans les termes? Ah, pas du tout. Ça dépend comment on définit démocratie, évidemment. Alors, comment définit-on démocratie? Eh bien, précisément, moi, je définirais la démocratie comme la capacité d'invention du collectif humain au regard de son propre destin. C'est-à-dire comme ce qui est capable de le rassembler, non pas sous une règle extérieure qui le convoque périodiquement dans des conditions préformées, en quelque sorte, à une pseudo-décision, comme quand même le mécanisme électoral, mais à des formes de mouvement, d'organisation, de réunion, de rassemblement, qui, sous le signe d'une idée, quelle qu'elle soit, traite un problème, traite un point. Point dont on doit toujours être en état de démontrer qu'il a une portée ou une valeur universelle. C'est-à-dire qu'il est adressé
à tous dans sa substance même. Et Dieu merci, il y a des choses qui se passent quand même, qui sont de cet ordre. Hein. C'est pas une utopie, il y a des processus concernant le destin des ouvriers de provenance étrangère, il y a des processus concernant l'interdiction par collective de l'expulsion des enfants des écoles, il y a des processus concernant la mobilisation ou l'indignation de la jeunesse, il y a des processus concernant le destin qualifiable fait à telle ou telle situation industrielle ou de travail, etc. etc., etc. Oui, il y a une histoire concrète de tout ça. Ce qu'il y a, c'est que le cadre général de tout ça est flou aujourd'hui. Il est flou pour la raison, je crois, que nous disions tout à l'heure, pour la raison que les grands paradigmes qui ont servi aux grandes constructions du XXe siècle, nous ne pouvons plus exactement faire avec. Je dis, et moi, mon état d'esprit n'est pas du tout de jeter tout ça, de dire ça a été une horreur, etc. Non, ça a été l'expérience du XXe siècle en la matière, l'expérience de son héroïsme particulier, meurtrière souvent, terrible, guerrière, et donc avec tout ce que ça comportait d'usage immodéré de la violence, et que nous devons faire autrement, c'est sûr, mais c'est pas... Vous savez bien que l'argumentaire de cet échec est actuellement uniquement utilisé dans le sens de la résignation. Uniquement utilisé dans le sens de la résignation. C'est-à-dire de rester dans votre coin, survivez comme vous pouvez, de toute façon il n'y a qu'une seule possibilité, tout le reste a échoué, donc ne vous en occupez pas. C'est-à-dire, en effet, vivre sans idée. Voilà. Et autrement dit, pour dire des choses tout à fait simples, si l'injonction contemporaine est de vivre sans idée, eh bien, il est inéluctable que vivre autrement que sans idée requiert une certaine subjectivité héroïque, puisque l'ordre établi est précisément de vivre sans. Donc il faut, et les gens le font, il faut que la subjectivité elle-même accepte, malgré tout, cette idée d'une tension au-delà d'elle-même, c'est-à-dire d'une tension de son intérêt comme intérêt désintéressé, au moins en partie, c'est-à-dire une figure héroïque au sens élémentaire du terme, pour pouvoir réellement tenir dans un contexte comme celui-là, y compris le contexte que vous disiez, c'est-à-dire le contexte de la similitude. Mais la similitude, j'y insiste, c'est en réalité le contraire de l'égalité. On définit parfois votre œuvre comme une tentative de repenser l'héroïsme moderne. Vous avez déjà donné un certain nombre de pistes. Si vous deviez cristalliser cette question. Écoutez, je crois que la difficulté de la question de l'héroïsme dans le monde contemporain, tel que nous le pratiquons nous et tel que nous le connaissons ici, c'est qu'on a tenté d'établir une confusion, et on tente tous les jours d'établir une confusion entre sujet et individu. Voilà. Et c'est cette confusion qui ferait de l'individu le seul support possible d'une subjectivité véritable, qui rend, en un certain sens, impossible l'avènement d'une nouvelle figure du sujet, qui est pourtant requise en fonction même de ce que nous avons dit. Alors, je me suis donc engagé dans le travail considérable d'une rénovation de ce que c'est qu'un sujet, d'une façon qui soit opposable, premièrement, à la stricte notion d'individu, que j'appelle l'animal humain, pour bien le mettre à sa place, hein, et c'est-à-dire l'intérêt non désintéressé d'aucune façon. Donc, d'un côté opposable à l'individu, mais d'un autre côté compatible avec l'individu. C'est-à-dire admettant que, en un certain sens, la matière première d'un sujet, c'est l'individu. Et que c'est en fin de compte avec l'individu ou avec des individus que se façonne une figure subjective rénovée. Donc
dans cette tentative, c'est-à-dire définir un sujet qui soit tel qu'il n'est pas réductible à l'individu, mais il ne lui est pas non plus contraire, parce que si le sujet est contraire à l'individu, vous allez au martyre, ça c'est sûr. C'est-à-dire vous allez martyriser l'individu pour que le sujet soit. Donc il faut veiller à la distance, mais il faut veiller à la compatibilité. Et alors, là, j'ai proposé de ne pas entrer dans les détails techniques philosophiques, mais en réalité, j'ai montré que dans ce cas, un sujet, c'est un processus de création. On suppose qu'il y a un processus de création au nom d'une idée, au service d'une idée, au sens où on en a parlé. Hein. J'essaie d'être le plus simple possible. Ça peut être une idée artistique, ça peut être un amour radical, ça peut être une invention scientifique, ça peut être beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui se passe, qui est en relation avec la puissance d'une idée. Hein, et je dis, un individu peut s'incorporer à cette puissance. Voilà. Il peut faire corps, en partie, jamais totalement, mais il peut faire corps avec cette puissance. Donc il y a incorporation de l'individu, et quand il s'incorpore à ce processus, il advient comme sujet. C'est-à-dire, il se subjective lui-même, l'individu se subjective lui-même en s'incorporant au devenir au devenir concret, au devenir réel de l'idée dans le monde qui est le sien. Alors, on peut montrer qu'ainsi conçu, à très gros traits, mais ainsi conçu, le sujet répond aux deux précautions initiales. C'est-à-dire, d'un côté, un sujet est un résultat qui est distinct d'un individu. À l'autre côté, l'incorporation indique qu'il n'y a pas non plus de sujet sans individu qui s'y incorpore. Et par conséquent, finalement, le sujet, c'est une possibilité pour l'individu. C'est une proposition qui lui est faite, en général, qui lui est faite dans le monde, par le monde. Quelque chose se passe là, quelque chose advient là, auquel, s'il s'y incorpore, il fera l'expérience de sa subjectivation. Et alors, si on raisonne ainsi, on peut dire qu'on rénove en effet la question de l'héroïsme, parce que naturellement, ce devenir sujet va devoir à son tour inclure des protections, des expositions, et évidemment renoncer, abdiquer, laisser tomber, hein, va toujours être le moment où vous vous désincorporez, c'est-à-dire le moment où vous redevenez l'individu que vous êtes, le moment où vous retombez dans le support individuel de la chose. C'est-à-dire le moment, et il y a beaucoup de raisons de le faire, malheureusement, le moment où chez vous l'individu prend sa revanche sur la subjectivation. Vous savez, moi j'ai été très marqué par ça parce que moi je suis de la, comme tout le monde le sait, je suis de la génération de ma jeunesse, c'est à la fois la lutte contre la guerre d'Algérie et puis mai 68. Et j'ai pu voir, notamment dans les années 80, un très grand nombre de gens qui étaient mes voisins, mes compagnons, mes camarades, laisser tomber vraiment. C'est-à-dire considérer que tout ça n'avait été finalement qu'illusion et impuissance. Et je les ai vus sous mes yeux, je ne sais pas comment dire ça, expérience étant redevenir des individus, quoi. Se réindividuer purement et simplement, c'est-à-dire reprendre les règles traditionnelles de l'intérêt. Se réinstaller, quoi. Se réinstaller, vraiment. Et ça m'a beaucoup marqué comme expérience, parce que c'est aussi une expérience de solitude, en partie. Et cette expérience m'a poussé, m'a stimulé à dire, faut reconstruire les choses, y compris dans l'ordre le plus abstrait, le plus conceptuel, de telle sorte qu'on puisse montrer à tout le monde, en particulier aux gens qui viennent derrière, qu'on peut réellement subjectiver l'individu qu'on est, dans des expériences d'ailleurs très diverses, hein, très nombreuses et très diverses, et que bien sûr, ça requiert quelque chose comme un héroïsme, et que cet héroïsme est récompensé. Voilà. C'est un héroïsme heureux, même s'il est amené à se défendre. Et je pense qu'il est
savez, qu'il est plus heureux que l'individualisme. Ça, c'est une discussion. Et une chose qui m'a toujours frappé dans la philosophie de Platon, c'est l'extrême importance pour lui de démontrer que le philosophe, c'est-à-dire celui qui subjective la vérité, hein, dans son langage à lui, que le philosophe est plus heureux que le cynique. C'est un point très très important pour lui. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais pourquoi absolument vouloir montrer qu'il est plus heureux? Après tout, on s'en fout, de toute façon, il est plus grand. Voilà. Mais peut-être en vieillissant, je deviens sensible au point de Platon. Je pense, tout compte fait, que c'est important de montrer qu'il est plus heureux. Ce que je crois, ce que j'expérimente pour mon compte, je crois que c'est important de le transmettre. Et de montrer que on n'a pas à choisir entre le bonheur et la grandeur. Grandeur, vous voyez bien en quel sens je le prends. Grandeur, ça veut simplement dire qu'un sujet, c'est un tout petit peu plus grand qu'un individu. Quelquefois pas beaucoup, mais un petit peu. C'est un petit peu plus grand qu'un individu. C'est là que cette petite différence est celle qui autorise ou permet l'héroïsme. Mais en effet, il y a une grandeur de la subjectivation, en ce sens-là, ça excède un tout petit peu l'individu qui s'y incorpore. Mais l'idée qu'alors à ce moment-là, il faut choisir entre la grandeur et le bonheur, c'est-à-dire l'idée que finalement toute subjectivation est un martyr, parce que ça revient à ça, dire qu'il va falloir payer la grandeur en termes de malheur et finalement de souffrance, de mort, de déréliction, etc. Cette idée est inexacte. Elle est inexacte, et puisqu'elle est inexacte, il faut la combattre. Et donc, il faut en effet tenter de prouver qu'on est plus heureux comme sujet que comme purement et simplement l'individu. C'est-à-dire que l'intérêt désintéressé apporte plus de satisfaction que l'intérêt brut. Et que vivre sans idée est moins heureux que vivre avec idée. Alors évidemment, après, ça entre dans des problèmes sur qu'est-ce que c'est qu'être heureux. Et c'est toujours un peu circulaire. On finit toujours par dire qu'être heureux, c'est justement être plus que ce qu'on est, quoi. Ça tourne un peu en rond, je reconnais. Mais alors à ce moment-là, on en appelle à tout le monde. Finalement, est-ce que c'est quand même pas plus heureux d'être passionnément amoureux que tout seul? Alors que c'est un grand risque. C'est un grand risque. Là, on retrouverait sur l'amour absolument toutes les données qu'on a remaniées. Il y a un héroïsme amoureux. C'est bien pour ça que c'est finalement difficile et rare. Il y a un héroïsme amoureux qui est l'héroïsme de tenir le deux, de façon, les points qu'il impose, les choix qu'il exige, la durée qu'il construit, l'expérience nouvelle qui est la sienne. Et il suffit d'être amoureux vraiment, d'être dans un amour, pour déjà être dans une subjectivation qui n'est pas réductible à l'individu. C'est bien ce dont les individus se plaignent lorsqu'ils disent « Oh, l'amour, je m'en tiens un peu à distance ». C'est une expérience intéressante parce que c'est l'expérience du collectif minimum. Je suis sûr que nombre d'entre nous définiraient bien l'amour comme un héroïsme. En tout cas, vous définissez dans De quoi Sarkozy est-il le nom, ouvrage qui a eu la fortune qu'on connaît, la résistance à la capitulation actuelle comme le fait de tenir un point. Or, vous venez justement de dire que l'héroïsme amoureux, c'était tenir le deux. Donc, ma question serait, dans quelle mesure cette notion de tenir est constitutive de l'héroïsme? Ça, je crois qu'elle l'est de façon évidente. Et je crois qu'elle l'est de façon évidente. Et ça, alors là, je pense, au travers de toutes les figures de l'héroïsme que nous avons tenté de classer, de reparcourir depuis le début. Parce que déjà, le guerrier médiéval ou antique est quelqu'un qui, aurait dit mon maître Lacan, est quelqu'un qui ne cède pas sur son désir. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui tient ce qui lui est imparti de tenir. Alors là, on pourrait multiplier les exemples.
même lorsque ceci est dans la figure du destin, il va le tenir, c'est-à-dire le paradoxe du héros antique. Hein. Les travaux d'Hercule, voilà, ça lui est imposé. Hein, c'est pas, il n'avait peut-être pas tellement envie de tuer l'hydre de l'air, mais comme ça. C'est pas on lui a pas demandé probablement. Hein. Mais ou le sanglier d'Érimante. Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup le sanglier d'Érimante. Et cependant, il le fait comme on tient un point. C'est-à-dire, il le fait absolument avec la ténacité, la conscience subjective et héroïque qu'il faut pour le tenir. Et il en va ainsi de toutes les figures héroïques, qu'elles soient dans le paradigme du guerrier, du soldat, ou dans le paradigme à venir de la figure héroïque assimilable au temps de paix, c'est-à-dire finalement des figures de la subjectivation que je propose. Il y a toujours cette idée de tenir sur les conséquences de l'incorporation première. Il y a quelque chose a eu lieu à quoi on s'est incorporé, ou quelque chose a été dit auquel on croit, etc. On peut prendre bien des formes, et on va tenir les conséquences. Ça, je pense que c'est décisif, et ça engage immédiatement le fait que si on est dans la conviction absolue de tenir les conséquences, alors on va avoir un héroïsme, en tout cas minimal, mais réel. Parce que tenir les conséquences, c'est toujours s'enfoncer, plus ou moins, dans quelque chose qui n'est pas homogène à la survie, enfin qui n'est pas homogène au monde tel qu'il est, ou qui n'est pas homogène à l'animal humain immédiat, ou qui n'est pas homogène à la stricte persistance de l'individu. C'est toujours comme ça. Donc je pense que cette idée de tenir un point, alors je disais tenir un point, ça c'était la forme minimale. Tenir un point, c'est la matrice de l'incorporation, c'est la matrice du devenir sujet. Et malgré tout, Sarkozy, mais malheureusement bien au-delà de Sarkozy, le monde ambiant, c'est ne tenez rien du tout, parce que je m'occupe des affaires, quoi. Donc ne tenez rien. Si vous tenez, vous allez, quoi que ce soit d'ailleurs, vous allez être aussitôt désindividualisé, Et ça, c'est un chantage chronique qui est l'essence même de la propagande. C'est pour ça que toute propagande est sécuritaire. Ça, c'est un point très important qui est bien compris par les politiciens du capitalisme malade. Toute propagande est sécuritaire. Toute propagande consiste à dire il y a des risques contre lesquels il faut vous protéger. Et toute vie doit être une assurance-vie. Voilà. Et ça, l'assurance, c'est le contraire de l'héroïsme, naturellement. Si vous partez comme ça, vous savez qu'en tout cas, quoi qu'il vous arrive, vous serez payé. C'est l'intérêt intéressé sous sa forme pure. Sous toute garantie. Oui, voilà. Et alors, c'est aussi, et ça c'est une autre entrée, je vous remercie de la proposer, c'est une autre entrée dans cette question de l'héroïsme. C'est la question que la procédure et la tenue des conséquences est en règle générale sans garantie. Non seulement il n'y a pas de garantie extérieure qui serait comme des garanties de succès, des garanties de réussite, il n'y a pas de garantie autre que justement votre propre incorporation, mais il n'y a pas non plus de garantie interne, c'est-à-dire il n'y a pas de garantie qui vous permettrait de vous appuyer sur autre chose pour tenir la subjectivation elle-même. Et que la subjectivation doit s'auto-entretenir dans le processus. C'est pour ça que c'est tellement important de bien veiller de bien veiller soi-même comme discipline à ce que le moindre succès soit comptabilisé. Ça, c'est un point très important de la vie militante, alors que la vie militante m'a appris. Il faut absolument pas se laisser convaincre par la propagande adverse que ce qu'on a fait était si limité que ça n'était pas important.
l'importance du nouveau est toujours d'abord une importance qualitative. Et par conséquent, elle est forcément limitée. Et donc, c'est très important pour tenir la subjectivation que le fait que ça ait lieu soit déjà par lui-même, hein, une incitation à continuer. C'est ce que je dis souvent, vous êtes dans une situation compliquée, mais il se peut très bien qu'une réunion de 3 personnes dans un coin, ça soit quelque chose de formidable. Ça, il faut être absolument alimenté par ça. Et si on commence par demander tout de suite, non, ben oui, mais quand est-ce que ça va réussir, quand est-ce que ça va être gros, quand est-ce qu'on va être des millions, on n'est pas beaucoup, etc., on est foutu d'avance. Ça, c'est une expérience que j'ai absolument fondamentale. Et évidemment, on devrait là-dessus prendre exemple sur un mathématicien qui cherche à résoudre un problème dans un coin pendant des mois et des mois, problème pas forcément un problème central de la théorie, mais lui, sa discipline de mathématicien, c'est de résoudre ce problème. Voilà. Et naturellement, si on lui dit « Oh, bon, ton problème, on s'en fout, il n'est pas tellement important, etc. », il va être démoralisé immédiatement, il va pas y arriver. C'est la même chose, c'est la même chose. Et là, c'est une forme particulière d'héroïsme, effectivement. C'est-à-dire, c'est l'héroïsme qui consiste à ne pas entériner ou intérioriser la norme adverse du succès. Tout processus doit définir de l'intérieur ce que c'est que son propre succès. Ça, c'est un point capital. C'est un point capital. Et puis, si en fin de compte, eh bien, il chemine comme ça, avec des définitions peut-être extérieurement assez peu compréhensibles de ce que c'est que son succès, ben, l'expérience est de cet ordre. Et de même, dans la création artistique, il y a beaucoup de modèles de ce genre. Tout, aujourd'hui, on s'extasie, je ne sais pas quoi, on s'extasie devant les œuvres de Rimbaud. Il faut voir ce que ça a été, Rimbaud. C'était une expérience absolument solitaire, soutenue par 3 personnes, et un livre aussi mondialement connu aujourd'hui qu'Une saison en enfer a terminé dans une édition à 300 exemplaires, dont 289 étaient dans un garage. Donc voilà, alors est-ce que c'est vraiment la circulation imaginaire dont vous parliez, la circulation imaginaire du végétariat qui est terrible dans la circonstance. C'est pour ça que l'impératif, moi j'ai toujours dit, l'impératif, c'est continuer. Alors moi, les propagandes sur l'obstination stupide, la butée, la persistance dans l'erreur et dans l'illusion, ça ne m'impressionne pas du tout. Parce que je sais très bien ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire finalement vous ramener à la voie commune par découragement. Par découragement. Toute propagande vise d'abord au découragement de l'adversaire, beaucoup plus qu'à sa destruction. La destruction, ça vient aussi, hein, je dis pas. Mais le point clé, c'est de le décourager, quoi qu'il fasse. Je crois qu'en effet, le repérage, l'identification, la nomination, la désignation de ce qui est, dans un processus de subjectivation, constitué comme l'ennemi de ce processus, c'est un point tout à fait important à l'intérieur du processus. Un point beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et ouais, il y a la vieille formule « ne pas se tromper d'ennemi », hein, tout de même relève du bon sens en la matière. Très souvent, une définition ou une identification prématurée ou trop globale de l'ennemi tend le processus dans des conditions qui le rendent extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'il faut identifier l'ennemi, mais il faut l'identifier à la mesure et de façon interne au processus lui-même. Donc, étant donné une situation, une question politique ou une question formelle ou une question créatrice d'un certain ordre, l'ennemi doit être défini en fonction du fait qu'il est l'ennemi de ce processus, pas par une espèce de détermination extérieure, globale et floue de l'ennemi en général. C'est pour ça que je me méfie beaucoup, y compris dans le marxisme orthodoxe, d'une identification trop structurale de l'ennemi. C'est une identification qui dirait, bon, ben on sait, il y a le peuple, il y a les bourgeois, etc. Et en fin de compte, l'ennemi est à la fois extrêmement global et finalement extrêmement abstrait. Donc je crois que c'est toujours du point de vue de l'intérieur de la subjectivation
l'intérieur de ce que moi j'appelle dans mon jargon un processus de vérité, que les ennemis de ce processus doivent être identifiés pas à pas, y compris avec ce principe de tactique et de stratégie que j'ai appris peut-être trop, c'est qu'il faut toujours plutôt se soucier de réduire la cible de l'attaque que de l'élargir. Ça, c'est un problème très important de l'action politique, mais de toute action créatrice. On pourrait définir une vraie décision comme de toute façon un point subjectif où la distinction entre désir et volonté n'importe pas. Et peut-être qu'une vraie décision, c'est une décision où, d'une certaine façon, entre le désir et la volonté, qui sont des facultés distinctes, que je n'identifie pas du tout, mais peut-être un moment de vraie décision, c'est un moment où peut-être il est très difficile de départager les deux. Peut-être même qu'on pourrait définir une vraie décision comme un point de croisement de la volonté et du désir. Après quoi, le point, c'est de tenir les conséquences de la décision. Ça, je crois que c'est ça la maxime. Et en ce sens, si le désir n'y va pas, il faudra que la volonté y aille. Ça, c'est bien vrai. Et on connaît dans toutes les procédures de vérité des moments de cet ordre. Des moments où, cet exemple sempiternel de l'amour est parfaitement adéquat. Il y a des moments où peut-être le désir n'y va pas, mais il faut que la volonté y aille, parce qu'il faut passer un point, et le désir peut revenir à ce moment-là. Mais liquider la chose dès que le désir n'y va pas, ça c'est en effet en général ruineux. C'est pour ça que j'ai proposé dans Logique des mondes de dire en effet que la vie véritable est en un certain sens une vie qui met fin aux pulsions, enfin, qui se soulage de la pulsion, ce qui ne veut pas dire la supprime, l'anéantit, mais qui travaille dans un élément qui est celui de la fin des pulsions. Donc c'est vrai que là on aurait toute une gamme de descriptions subjectives sous-jacentes à l'héroïsme de la subjectivation, où évidemment la question de la dialectique entre volonté et désir est centrale, mais où finalement le point est plutôt un point de caractère plus logique que psychologique, c'est-à-dire s'il y a une décision véritable, peu importe son analyse intime, s'il y a une décision véritable, le point, ce sont les conséquences. Et moi, je pense toujours que, évidemment, la décision est toujours très importante, mais que ce qui est encore plus important que la décision, et qui la valide rétroactivement, c'est quand même la tenue des conséquences. Et tenir un point, ça veut dire ça aussi. L'identification de l'ennemi, c'est en réalité largement l'identification des figures subjectives à travers lesquelles passe sa puissance. C'est beaucoup plus que l'identification de lui-même. Et en un certain sens, dire Hitler était très vilain ou Sarkozy, je ne l'aime pas, il vaut mieux le faire, mais ce n'est pas décisif. Ce qui est décisif, c'est quelles sont les subjectivités à l'œuvre dans le présent de la situation qui font qu'il a puissance. Ce n'est pas simplement qu'il a été élu, hein. C'est beaucoup plus ramifié que ça. Et quelles sont les complaisances à son égard, quelles sont donc ce que tu appelles l'ensemble des formes de collaboration. Donc l'identification, c'est ma première remarque, l'identification de l'ennemi, c'est dans une large mesure l'identification des formes subjectives de la collaboration, interne à la situation, interne aux gens. Et donc, c'est évident que le ne pas collaborer, l'impératif apparemment négatif de ne pas collaborer, entraîne, en réalité, c'est une figure de subjectivation, même si elle est minimale. Pourquoi ? Parce que ne pas collaborer, ça se donne dans un réseau immédiatement beaucoup plus dense qu'on ne le croit de conséquences. Dire ne pas collaborer, c'est pas simplement une attitude ça ne peut pas être simplement une attitude de je ne me mêle pas de l'affaire ou je n'en suis pas. Ça entraîne des conséquences. C'est bien d'ailleurs pour ça qu'il y a tant de collaborateurs, qu'il y a une intuition subjective que ne pas collaborer, d'accord, mais jusqu'où ça va, ça n'est pas mesurable au départ. Et donc je pense que cette question de la non-collaboration, là on a évidemment des exemples historiques massifs,
c'est une position subjective fondamentale, à la fois au niveau de l'identification véritable de l'ennemi, c'est-à-dire son identification de là où on est, dans l'élément collectif dans lequel on se trouve, dans son lieu de travail, etc., d'un côté, et de l'autre, c'est lié en effet à la notion des conséquences qui fait qu'elles sont enclenchées dès le refus de la collaboration, de sorte que je dirais que le refus de collaborer, au sens où il vient d'en être parlé, c'est en réalité une figure tout à fait importante d'incorporation déjà. On ne peut pas dire il y a l'incorporation puis il y a ceux qui résistent de façon purement négative. Non, le refus de collaborer, c'est une figure de subjectivation. Et c'est bien la difficulté, parce que comme c'est une figure de subjectivation, elle est dans un régime des conséquences et elle entraîne, elle est déjà héroïque à sa manière au niveau de l'héroïsme en temps de paix tel que nous avons tenté de le définir. D'ailleurs, par ailleurs, il faut se souvenir de ce que tu as dit au début, à savoir aucune forme de domination ne tient sans un réseau extrêmement dense de collaborateurs. C'est un fait. Et donc ça, il faut y être très attentif. Et deuxièmement, la lutte contre la collaboration est aujourd'hui, dans la conjoncture présente dans notre pays, un point de toute première importance. Parce que ce qui fait du gouvernement Sarkozy un gouvernement un petit peu différent de ses prédécesseurs, c'est qu'il y a une conscience aiguë de la nécessité, par tous les moyens, d'obtenir une collaboration très étendue. En même temps, d'ailleurs, que se profilent des résistances qui pourraient l'être aussi. Les deux vont de pair. C'est quand même un gouvernement qui cherche de façon systématique à transformer les gens en complices, délateurs, etc. Et ça, c'est rampant, mais c'est essentiel. Je crois que la question, c'est pour ça que je y ai beaucoup insisté, il y a une vraie question des noms propres aujourd'hui. Il y a une vraie question des noms propres parce que, effectivement, il y a une exposition possible à l'imaginaire du vedettariat dont nous parlions tout à l'heure, où c'est un nom propre qui est mis en circulation, en définitive, on pourrait dire en circulation commerciale, quelque chose comme ça, et d'autant plus en circulation commerciale qu'il se prétend le représentant de l'ordinaire, enfin le représentant de la similitude généralisée. Et puis d'autre part, il y a l'héritage du dernier siècle, qui est, et même d'avant, qui est le nom propre qui permet aux héros anonymes de ce que j'ai appelé la masse, de se représenter son propre héroïsme comme incorporé véritablement à un héroïsme général dont le nom propre est une sorte de projection. Le nom propre tient un peu l'ensemble historique en question. Et peut-être que nous ne pouvons plus faire un usage des noms propres ni du premier type ni du second, c'est ça le problème. Forcément, s'il y a une nouvelle figure de l'héroïsme, ce sera un nouvel usage des noms propres. Alors, il y a là-dessus les quelques pistes, ça consiste à dire à assumer de façon consciente que dans le processus de subjectivation, l'héroïsme est le fait de tous les individus incorporés. Alors, ça ressemble aux soldats. Ça ressemble aux soldats, sauf que ce n'est pas la convocation étatique du soldat. Le soldat, malgré tout, c'était intermédiaire entre un choix et une acceptation. Enfin, la dose d'acceptation était tout de même assez forte. Il y a bien des cas où il faut quand même que les gendarmes aillent les chercher, etc. C'est pas simple. Hein. Donc, il faudrait arriver à ce que on soit, du point de vue de la nouvelle figure de l'héroïsme, qu'on assume la dimension soldat dans la figure du fait qu'en effet c'est égalitaire, générique, populaire, etc., mais qu'on intègre aussi quelque chose de la figure antérieure dans l'élément de l'égalité elle-même. C'est-à-dire que les noms propres, qu'on puisse être dans l'égalité des noms propres, quelque chose comme ça. Malheureusement, jusqu'à présent, la seule chose que je connais qui va dans ce sens, c'est malheureusement les monuments aux morts.
puisque c'est là que les noms propres sont mis en liste. Et là, vous voyez que nous retrouvons ce sempiternel problème. Que faire de ces noms propres en temps de paix? Que faire de ces noms propres, de la proclamation de ces noms propres dans les conditions du processus de la paix? Alors, il y a eu des tentatives, même de l'époque de feu les États socialistes, il y a eu des tentatives de ce genre-là. Tentatives bureaucratiques, artificielles, tout ce qu'on voudra, mais il y a eu des tentatives. Par exemple, la question des héros du travail, la question du stakhanovisme, etc. C'était, ça nous paraît maintenant relevé d'un monde entièrement disparu, il n'empêche que c'était absolument des tentatives pour définir un héroïsme purement civil. C'était des tentatives de cet ordre. Alors, si elles ont périclité, ça n'empêche pas de dire que nous héritons du problème. Eh bien, l'égalité, y compris nominale, dans la vie, et pas simplement sur les tombeaux. Eh bien, c'est sur cette notion de problème qu'avant de céder la place à la douleur, nous allons remercier Alain Badiou de nous avoir invités à devenir des sujets affirmatifs et à tenter d'en être heureux, et donc peut-être d'inventer une nouvelle forme d'héroïsme. Merci Alain Badiou.